Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Monde en 7 de ce jour où nous passons en revue les grandes actualités ayant marqué le monde au cours des 7 derniers jours. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Sonko est failli libre, un tournant dans la campagne électorale, ce sera une interrogation avec nos invités. Notre sujet concernera le Niger, le Mali et le Burkina, formation d'une force conjointe antiterroriste. Troisième sujet, nous irons au Tchad. Le Premier ministre Masra va défier le président Déby dans les urnes. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, projet de révision constitutionnelle. Les députés sortants sont-ils compétents en la matière? Une interrogation également avec nos invités. Et pour aborder ces sujets, deux invités sur ce plateau. Avec moi, Sana Vegel Sadjoichou, vous êtes analyste politique. Bonjour Sana et bienvenue. Merci beaucoup Monsieur Rohr. C'est un honneur d'être en face de l'honorable. Et toutes mes excuses pour les invitations la dernière fois passée. Merci beaucoup en tout cas d'être présent pour ce numéro du Monde en 7. Notre deuxième invité, l'honorable député Innocent Kagbara. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président du PDP, le Parti démocratique panafricain. Bonjour honorable, bienvenue. Bonjour, c'est toujours un plaisir de venir pour échanger avec vous sur des questions d'actualité et surtout sur l'évolution du monde. Alors, avec vous, nous allons commencer donc avec le premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Sonko est failli libre. Un tournant dans la campagne électorale. Notre interrogation. Les deux opposants ont été libérés jeudi tard dans la nuit à la faveur de la loi d'amnistie votée le 7 mars au Sénégal. Emprisonnés depuis plusieurs mois au Sénégal depuis 2023. Ces deux opposants sont libres. L'un d'entre eux est candidat à la présidentielle. Ils ont tenu tous ensemble une conférence de presse ce vendredi pour situer l'opinion et se lancer donc dans la campagne. Je vous propose de suivre cet extrait de leur conférence de presse, puis on revient au plateau pour le débat. On se trompe de combat. Macky Sall garab bu mu nee man doot nekkatuma candidat lañu pare pour suñu adversaire. On se trompe de combat. Macky Sall n'est plus notre adversaire depuis qu'il a déclaré qu'il n'est plus candidat. Le plus grave, c'est son candidat dans cette élection, Amadou Ba. Le Sénégal serait maudit si Amadou Ba arrive à la tête du pays. Vous ne connaissez même pas cet homme. Les Sénégalais devraient se demander comment un simple fonctionnaire peut devenir aussi riche. D'ailleurs, cela suffit largement comme raison pour ne pas voter pour lui. Quand le pouvoir m'a proposé de reporter l'élection pour que je puisse y participer, je leur ai catégoriquement dit que ma participation à cette élection n'est pas une raison pour la reporter. J'ai choisi Diomaye comme candidat depuis longtemps et je sais pourquoi je l'ai choisi. Et je crois fermement que Sonko c'est Diomaye et Diomaye c'est Sonko. Ce n'est pas des balivernes. Mais l'expérience d'Amadou Ba, personnellement, j'en veux pas. Je veux pas d'une expérience de violation des lois, d'une expertise en coup bas, d'une expérience dans les malversations, les détournements. J'en veux pas. Mais la logique reste que il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions, et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Et voilà pour l'essentiel à retenir de cette conférence de presse tenue ce vendredi par les deux hommes Ousmane Sonko et Diomaye Faye après leur libération. Je rappelle qu'ils ont été libérés finalement ce jeudi tard dans la nuit. Je commence par vous, Sana. Les deux opposants ont finalement recouvré leur liberté jeudi tard dans la nuit, ce qui a donné naissance à des liesses populaires dans les rues de Dakar. Ils ont tenu leur conférence pour situer l'opinion et dire ce pourquoi ils se mettent en campagne. Diomaye, c'est Sonko, donc Sonko, c'est Diomaye. Si Sonko n'est pas dans la course, il faut bien voter pour Diomaye, ou peut-être aussi éviter de tourner les regards vers l'homme proposé par Macky Sall, l'ex-premier ministre Amadou Ba. Non, en réalité, la situation telle qu'elle est actuellement au Sénégal démontre, ou bien on peut conclure que Macky Sall lui-même a fait campagne pour M. Ousmane Sonko, parce que depuis la prison, lorsque M. Sonko a été incarcéré, on n'a pas vu
cette contestation qu'on attendait, vu la popularité de Sonko, on n'arrivait pas à comprendre. Et avec les assurances que M. Macky Sall a données de ne pas se représenter, de ne pas vouloir toucher à la Constitution, mais à un moment donné, on se disait que M. Ousmane Sonko était peut-être mort politiquement. Et vient cette histoire de report des élections, de dialogue ou bien de partenariat en coulisses avec M. Karim Wade pour pouvoir changer les règles du jeu, pour qu'il puisse se présenter aux élections. Là, on a vu que Macky Sall, mais il avait des raisons de vouloir tisser les ficelles d'une manière, je dirais, pas constitutionnelle. Et vous avez vu la suite, les sages, le Conseil constitutionnel du Sénégal n'est pas allé dans son sens. Et aujourd'hui, vu les contestations que cette péripétie a données, mais ça a créé des tensions dans le pays. Et voilà, il a été obligé finalement, pour calmer la pression sociale, de libérer Sonko. Et aujourd'hui, tout ce que cela donne, lui-même, il contribue à la popularité de Ousmane Sonko. Lui-même, il lui a fait campagne par ses atermoiements, par ses rebondissements. Pour vous, tout allait bien pour Macky Sall. Il était en bonne position, peut-être pour son candidat, jusqu'à ce qu'il ne reporte cette élection. En tout cas, moi, j'ai remarqué que M. Sonko en prison, on n'a pas vraiment vu de contestation dans les rues comme on l'attendait, comme cela a été le cas au début de ses ennuis judiciaires. Il est incarcéré, on n'entend rien. Bon, Macky Sall lui-même, il donne des garanties comme quoi les règles du jeu constitutionnel vont être respectées. Et là, à quelques semaines des élections, le voilà faire volte-face. Il abroge le texte qui convoque le corps électoral et la suite, mais on l'a vu. Et donc aujourd'hui, on peut se dire que lui-même, il s'est tiré une balle dans le pied. Alors, Macky Sall s'est tiré une balle dans le pied en reportant plutôt l'élection présidentielle à quelques heures de l'ouverture de la campagne. C'est votre analyse ou plutôt Sonko a toujours tenu ferme et le voilà qui paie pour lui aujourd'hui avec cette libération honorable? Non, vous voyez à travers le comportement du président Macky Sall, le type de politicien que nous ne voulons pas incarner, que nous voulons changer. On ne peut pas faire de l'opposition, venir au pouvoir et faire pareil, ou même faire pire. Et généralement, c'est ce qu'on craint de vous, opposants. Non, pas nous, parce que nous, notre opposition est basée sur les valeurs. C'est ça qui fait la différence entre beaucoup de personnes et nous. Nous, c'est sur les valeurs, parce que c'est ce que nous vous disons. Nous, ce n'est pas important si on devient chef de l'État ou on ne finit pas chef de l'État. Ce qui est important, c'est ce que nous disons et quelle société nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons incarner? Qu'est-ce que nous voulons laisser aux générations futures? Dans l'affaire Macky Sall, moi je l'ai toujours dit, de toutes les façons, s'il ne voulait pas sortir par la porte, lui-même il avait décidé de ne pas sortir par la porte, il allait sortir par la fenêtre. Mais au moins maintenant, dans ce cas, il sort par la petite porte. Au moins la petite porte c'est mieux que la fenêtre, parce que la porte, quand elle est entrouverte, vous essayez de voir si vous sortez, est-ce qu'il y a un peu, il n'y a pas d'eau là-bas, mais la fenêtre, vous risquez de tomber tout de suite dans la lagune. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas Macky Sall qui a fait campagne pour Ousmane Sonko ou l'autre. Non. C'est la Cour constitutionnelle qui a obligé Macky Sall à respecter les règles. Et l'atermoiement et tout ce qu'il a fait, c'est en faveur de tous les candidats de l'opposition. Parce que dans ce contexte, qui va véritablement voter le candidat de Macky Sall? Donc il a condamné son propre candidat. C'est ce que vous ne pouvez pas faire partie d'une majorité. Choisir un dauphin. D'abord, même dans l'ensemble des pays, pourquoi choisir forcément un dauphin? Laissez la démocratie interne du parti choisir le meilleur parmi vous. Parce que si vous choisissez un dauphin et qui n'est pas le meilleur parmi la majorité, ce qui risque de se passer, c'est le cas du Sénégal. C'est qu'il y aura également d'autres candidatures, des gens qui vont contester votre leadership. Mais parfois, justement, c'est de peur de cette contestation de votre leadership après que vous avez quitté les affaires qu'on préfère choisir quelqu'un qui nous est loyal. On sait que lui, c'est mon dauphin, il restera fidèle. Le cas de l'Angola, il a pris le pouvoir, pratiquement il les a tous mis en prison, donc ça ne vous garantit rien. Ça ne garantit rien. Pour une majorité, ce qui est important, c'est la cohésion. La cohésion, ça doit être le meilleur, ça doit être quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui porte un engagement de coaliser
l'ensemble, parce que c'est en fait une majorité, ce n'est pas un seul parti. Donc il faut un rassembleur, il faut quelqu'un qui a une vision, il faut quelqu'un qui a un véritable projet, et il faut quelqu'un qui puisse rassembler. Si vous ne trouvez pas quelqu'un qui rassemble, ça peut être un technocrate, ça peut être quelqu'un qui a de l'argent, ce n'est pas des éléments suffisants pour pouvoir conduire une majorité. Et surtout quand vous êtes resté aux affaires durant 10 ou 12 dernières années, parce que qu'est-ce que vous vendez après? C'est la continuité. Qui peut incarner cette continuité? Qui peut incarner? Il ne suffit pas de prendre un homme comme ça, non. Il faut qu'il ait le leadership, il faut qu'il ait l'esprit d'équipe, il faut qu'il ait l'oreille, il faut qu'il sache écouter. Donc, je dirais que Macky Sall a simplement condamné sa majorité à l'échec de la présidentielle. Et tout ce qu'ils ont posé comme acte depuis 2 ou 3 mois, je ne vois pas, ils sont déjà partis, ils le savent. Et comme la Cour constitutionnelle les a contraints à faire l'élection avant la fin de leur mandat, donc c'est une sorte, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ça. Et cela, je déplore que ça puisse vraiment porter atteinte d'abord à notre intégrité, à notre dignité en tant que, puisque notre parole est mise en doute maintenant. Notre parole, même s'il y a des tests, les gens ne respectent pas. Donc, c'est ce que je déplore. Et je déplore finalement qu'il ait condamné son propre candidat. C'est vrai que l'opposition, dans son ensemble, si les gens s'organisent bien, s'ils font une bonne campagne, basée sur les valeurs, basée sur un véritable programme de société, ils risqueraient de l'emporter même sans qu'il y ait besoin d'un second tour. En tout cas, c'est votre analyse de la situation. Alors, Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont libérés. Est-on en train d'aborder un nouveau tournant dans la campagne présidentielle? On sait que les deux ténors, donc du PASTEF, ex-parti dissous, ont été absents pendant une bonne partie du déroulement de cette campagne. Les voilà libérés. Ils se lancent dans la campagne. Va-t-on vivre un nouveau tournant dans cette campagne atypique au Sénégal pour mettre fin au mandat de Macky Sall? Oui, je pense que c'est aussi évident que cela. Mais avant de parler de ça, l'honorable a parlé d'un sujet intéressant, c'est-à-dire de faire jouer la démocratie au sein des partis. Et si on peut faire un peu le lien rapide avec le Togo, beaucoup de partis au Togo en souffrent. Et quand le président fondateur du parti n'est pas là, il y a à manger, à boire. On se rend compte qu'en fait, il y a ce problème de valeur. Les gens ne sont pas derrière, ou bien il n'y a jamais eu de projet politique au sein de ces partis qui sont en souffrance aujourd'hui. Les gens suivaient plus un homme, et quand la personne n'est plus là, mais ça part de gauche à droite. Et pour vous, quelle est la solution? C'est évident. Il faut un projet politique. Et quand il y a un projet politique, il faut que la démocratie interne du parti puisse naturellement désigner la personne qui porte au mieux ces valeurs. Généralement, quand il y a un projet politique aussi, honorable, j'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts, on a l'impression qu'il y a souvent des tendances aussi dans le même projet politique. Il y a des interprétations ou des visions qui diffèrent d'un leader à un autre. C'est ça, c'est-à-dire la richesse est dans la divergence. Mais au finish, il faut que ce soit la démocratie qui l'emporte. Que les tests soient respectés, les tests qui permettent de choisir le futur ou bien le nouveau du leader, il faut que ça soit respecté. Maintenant, quand le chef n'est pas là et que les gens refusent de se référer aux tests, et on est obligé à chaque fois au Togo, par exemple, de recourir à la justice pour trancher, mais on se demande quel est l'héritage démocratique que ces partis laissent à leurs militants. Et on se pose même la question de savoir si même ces partis, parce que quand c'est bien des partis de l'opposition, on a envie de se demander, est-ce que ces gens-là ne sont pas plus dictateurs que démocrates? En tout cas, c'est l'interrogation. Je vais rapidement rebondir et puis après, peut-être qu'il va répondre à la question. Et puis, je donnerai un petit avis également sur la question. Oui, c'est ce que je dis. Moi, je ne vais pas beaucoup parler sur cette question. Il faut que nous puissions incarner une certaine vision. Il faut que nous puissions incarner une volonté de changer ce système partisan, ce système qui bénéficie à une certaine élite depuis les indépendances, les gens qui sont partis à l'école, les gens qui ont fait la France, qui ont fait les États-Unis, qui sont revenus, qui ont créé des partis politiques dans certains pays, qui ont hérité d'un certain nombre de constitutions, qui n'est que la copie collée du colon. Ça fait qu'il y a une certaine élite. Et tant que dans notre conception de la gestion, non seulement du parti, c'est que tant que le chef est là, il n'est pas contesté.
Et quand le chef n'est pas là, quand il n'a pas laissé de consigne, c'est le désordre. Vous voyez, non, on doit pouvoir sortir de là. On doit pouvoir, nous, au niveau de l'opposition, une certaine classe politique, incarner la politique basée sur les valeurs. Qu'est-ce que nous voulons? Et faire jouer, comme je l'ai dit, la démocratie interne. Si ce n'est pas fait, même si les gens disent que, bon, peut-être ces gens-là, ils parlent bien, mais comme il a dit, les 3 dernières années, ou même 5 dernières années, tous les leaders politiques qui ont disparu, il faut voir ce qui s'est passé dans leur parti. Il faut voir ce qui s'est passé dans leur parti. Nous devons rompre avec ça. Parce que si vous n'arrivez pas à faire ça dans votre parti, rien ne garantit que demain vous allez bien gérer l'État. Bon, donc nous voulons incarner une nouvelle façon de faire la politique. Et nous le disons, nous allons le répéter jusqu'à ce que les gens prennent conscience. Parce qu'il faut que nous puissions atteindre une masse critique qui va faire que... Est-ce que vous savez que même si on nous donne des milliards, ça ne va pas régler notre problème de sous-développement? Il est d'abord mental. C'est nos comportements. Forcément. C'est d'abord nos comportements. Ça prend les partis politiques, on peut quitter les partis politiques, ça prend la gestion du pays, ça prend beaucoup de choses. Donc la première des révolutions que nous devons faire, c'est une révolution basée sur les valeurs. Quand vous prenez les pays asiatiques qui avaient le même niveau de développement que nos pays, les gens ont décidé qu'ils voulaient rompre avec le système établi, qui ne les arrangeait pas. Est-ce que vous savez que pour un certain nombre de pays africains, la collaboration que certaines puissances ont avec nous, c'est que nous, dans leur logique, nous sommes un continent où ils viennent prendre des ressources. Ce n'est pas un partenariat. Dans leur logique, c'est un continent où quand nous avons besoin de ressources et de main-d'œuvre, nous allons puiser. Non. Nous, c'est là où je parle de volonté. Nous devons dire non. Nous, on ne peut pas servir à ça. Nous voulons un rapport d'égal à égal, que nous puissions également nous développer et que vous aussi vous puissiez venir trouver du boulot chez nous. Maintenant, rapidement par rapport à votre question, et puis je vais laisser. Oui, donc allez-y. Oui, vous demandez si l'un ou l'autre. Un autre tournant dans la campagne. Oui, c'est un autre tournant dans la campagne et je ne vais pas pronostiquer, mais je crois que c'est très bien parti pour qu'ils puissent remporter les élections. Le fait, quel est l'agenda en aidant votre opposition comme ça? Avec tous les actes que vous avez posés ces derniers temps. Quel est l'agenda? Même le fait de les libérer à quelques jours des élections fait que dans leur camp, il y a de la motivation. Ils sont motivés à bloc. Ils n'ont pas besoin d'argent. Parce que tous les événements qui se sont passés par le camp de Macky Sall fait déjà la promotion de leur candidat. Dieu m'en faille. Donc, ils n'ont pas même besoin de battre campagne. Le fait qu'ils soient libérés, c'est un facteur déterminant dans la victoire future. Disons du PASTEF qui est un peu dissous, mais en réalité les gens vont toujours se reconnaître de ce parti-là, puisque les deux figures, que ce soit Ousmane Sonko ou Second, ils viennent du PASTEF. Alors, Sadio, vous pensez aussi que nous allons aborder un nouveau tournant dans la campagne, une première phase marquée par effectivement l'absence de ces deux hommes qui prend fin et qui fait suite à une seconde phase qui peut-être s'ouvre à partir déjà de ce vendredi avec leur conférence de presse et avec la présence effective de Sonko et Faye sur le terrain. Oui, naturellement, vous savez, ils ont été libérés juste à quelques heures de l'ouverture de la campagne. Non, en pleine campagne. Voilà, en pleine campagne. Et les événements qui se sont passés dans le clan de M. Macky Sall avec les démissions en cascade et pas des soutiens des moindres, mais ça veut dire que, naturellement que ça contribue à, d'une manière ou d'une autre, légitimer M. Sonko comme celui qui fait figure de l'opposant qui a plus de poids, parce que c'est lui qui a plus été persécuté. Donc il est libéré. Vous voyez la liesse populaire qui a suivi et ses militants, sa base, tout ça qui se soulève. Bon, ça va créer un effet d'entraînement qui va forcément lui profiter. Et sans surprise, moi je pense que le PASTEF, ou bien le PASTEF est dissous actuellement, le candidat Faye, il va se retrouver forcément au second tour des élections. Forcément. Au second tour. Forcément. Au second tour, quand quelqu'un pense que c'est possible que ce soit plié au premier tour. Alors rapidement. Non, en réalité. Premier tour, c'est un peu pour exagérer. Sinon, il y aura forcément un second tour. Et le meilleur de l'opposition. Qui se présente au deuxième. Oui, mais le meilleur de l'opposition. Mais moi, je suis en train de voir même des résultats où ils vont venir en tête. Et le candidat de la majorité sera deuxième.
Ok, d'accord. Donc, et peut-être que ça va nécessiter forcément un second tour. Le jeu des alliances. Le jeu des alliances, voilà. En faveur du candidat de l'opposition. Parce que le candidat de la mouvance, il aurait déjà... il n'a plus de réservoir d'électeurs. Il s'est affiché comme un antidémocrate. Voilà, il n'a plus de réservoir d'électeurs et les autres, normalement, si les gens respectent leur parole et que le jeu du second tour de la coalition des forces de l'opposition se joue, même s'ils vont au second tour, le candidat de la majorité n'a aucune chance. Alors, nous allons dire un dernier mot sur cette campagne. Au Sénégal, on voit que Macky Sall autorise quand même la libération ou apporter ce projet de loi d'amnistie qui finalement est voté, qui permet la libération de ces 2 poids lourds de l'opposition. Qu'est-ce qui aurait poussé Macky Sall à le faire en ce moment précis où il sait que la campagne est en cours et que les libérés donnaient plus de chances à au PASTEF dissous d'être en bonne position pour ce premier tour de la présidentielle? Non, tout ce qui s'est passé, il n'avait pas prévu ça. Il n'avait pas mais il était obligé et c'est une manière de se prémunir contre d'éventuelles poursuites. Voilà. Il va dire écoutez, nous avons fait la paix, laissez ça. C'est vrai, peut-être que vous avez gagné, dirigez votre pays. Moi, j'ai fini mon mandat, je suis parti. Donc, oubliez cette affaire-là. Pour que tout le monde puisse nous comprendre, je pense que c'est ce qui guide. Sinon, personne ne l'a obligé. Son dialogue, personne n'en a voulu, mais il a insisté. Il a pris des conclusions que la Cour constitutionnelle a rejetées. Donc, il n'avait pas d'autre choix, puisque de toutes les façons, un nouveau régime devait prendre fonction. Donc que ce soit la loi d'amnistie ou un nouveau régime, les gens devaient être libres. Les gens devaient être libérés parce que au finish, il finit par donner raison à ceux qui ont pensé qu'il avait instrumentalisé la justice. Parce que pourquoi il est libère? C'est ça. Pourquoi il est libère? Donc c'est pour se prémunir contre d'éventuelles poursuites et pour mettre la belle à terre, pour apaiser et dire écoutez, moi, à la fin de mon mandat, j'ai pacifié le pays. Macky Sall veut peut-être protéger ses arrières en libérant ses 2 opposants. Je ne suis pas dans ces idées, je ne suis pas, mais je pense que c'est logique. C'est logique. Lui-même, il sent la fin. Peut-être il sent aussi que son candidat ou bien son dauphin a moins de chance ou bien pas du tout de chance d'être élu président de la République. Donc, il commence par prendre ses précautions. J'espère que ce n'est pas tard. Alors, du Sénégal, nous allons aller au Mali, au Burkina et au Niger pour parler de ces 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. À l'issue d'une réunion tenue le 6 mars dernier à Niamey au Niger, les chefs d'état-major général des armées de ces pays ont annoncé la création d'une force conjointe entre le Mali, le Niger et le Burkina, une force conjointe pour lutter contre le terrorisme. L'annonce a été faite en fin de semaine dernière. Le démarrage effectif des activités de cette force n'a pas été précisé, mais on sait que la force sera opérationnelle très bientôt, honorable. Oui, je pense qu'ils sont toujours dans leur logique, dans leur logique de faire front contre l'Occident, dans leur logique de ne plus se faire instrumentaliser, de ne plus accepter le paternalisme. Et comme je l'ai toujours dit, moi je suis le champ du panafricanisme au Togo. Le nous-mêmes que nous voulons, il n'est contre personne, c'est pour d'abord nous-mêmes. Le nous-mêmes, il est important. Il est important de le signaler, de le marteler, parce que quand vous voulez être vous-même, c'est pas parce que vous êtes contre quelqu'un, puisque la personne, elle aussi, elle est elle-même. Pourquoi est-ce que vous devez vous justifier parce que vous voulez être vous-même? Ça n'a pas de sens. Donc, qui va les défendre si eux-mêmes, ils ne créent pas un groupe pour se défendre? Qui va les défendre? Donc, c'est des gens quand même qui sont quand même assez intelligents, contrairement à ce qui a pensé un jour qu'ils pouvaient avoir l'AES. C'était des spéculations, mais ça a été mis en place. Maintenant, ils sont en train de mettre en place l'AES de la défense. Protection des frontières, défense, et faire en sorte de pouvoir être en position de force s'il y a éventuellement une attaque demain. Donc, ils sont en train de se préparer non seulement pour lutter contre les terroristes, et s'il y a une éventuelle guerre, pour qu'ils puissent mutualiser leurs forces. Parce que peut-être le Mali a des drones, a de l'artillerie lourde, peut-être le Niger a le renseignement, peut-être. Donc, c'est une question de mutualisation des forces, des ressources et également du renseignement. Même l'effet d'annoncer ça aussi, contre les djihadistes, les terroristes, c'est une très bonne chose. Parce que l'effet d'annonce même va faire que les gens auront peur. S'ils veulent. Parce que n'oubliez pas que le djihadisme, les frontières en réalité, ils trouvent les armes où ils sont financés par l'extérieur et tout le monde le sait. On connaît leurs sources de financement. Donc les gens ne vont pas attendre, comme cela a été fait dans d'autres pays où on a tué Kadhafi, les gens ne vont pas attendre qu'un matin qu'on puisse les attaquer. Les gens vont se préparer, vont coaliser leurs forces
et faire en sorte qu'on ne puisse plus les intimider. Donc je pense que c'est dans un jeu stratégique, un jeu de défense, de sécurisation d'abord des frontières, un jeu de défense, un jeu de mutualisation de ressources, et puis un jeu de se prémunir contre une éventuelle attaque. Alors, Sadio, le Niger, le Mali et le Burkina annoncent la formation ou la création d'une force antiterroriste conjointe pour effectivement sécuriser leurs frontières et lutter contre le terrorisme. Oui, moi je pense que cela va naturellement dans l'ordre des choses, puisque déjà il y a de cela quelques mois, lorsque vous voyez les reportages des opérations de reconquête de leur souveraineté territoriale, vous entendez qu'il y a eu des renseignements qui ont été fournis par tel pays et qui a permis de repousser une attaque menée dans l'autre pays. Donc vous sentez déjà qu'il y avait déjà des ébauches de cette collaboration. Donc aujourd'hui, cette annonce, c'est juste une formalisation de ce qui se faisait déjà depuis quelques mois. Et comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal. Quand vous avez ces trois pays qui ont actuellement des réalités similaires, ils sont en transition, ce sont des pays qui sont en proie à la menace djihadiste des groupes armés terroristes. Ce sont des États qui ont été sous sanction de la CEDEAO. Ce sont des États qui, à un moment donné, ont hébergé des forces extérieures pour lutter contre le terrorisme, mais ces forces-là, qui n'ont pas vraiment été au rendez-vous des attentes de ce qu'on attendait réellement d'eux. Et surtout, pour le cas du Mali, vous avez ces forces extérieures qui quittent. Et quelques temps après, on voit que Kidal, qui nous disait-on ne pouvait jamais être pris ou bien reconquis par l'armée régulière, par les FAMA, mais qui est pris mais sans résistance. Résistance. Donc ça veut dire que pendant un moment, on nous vendait du pipeau. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a cette fierté qui est retrouvée. C'est-à-dire, il y a cet espoir qui est donné. Si on arrive à coaliser nos forces, on peut faire mieux. Et moi, je pense que c'est la meilleure des réponses qu'ils peuvent trouver actuellement. Parce que la menace, elle est transfrontalière. C'est-à-dire, ils opèrent ici, ils se cachent ici, ils ont des bases de repli ici. Donc, la mutualisation, ne serait-ce que du renseignement entre ces pays-là, peut donner beaucoup d'efforts. Et moi, je pense qu'ils sont vraiment sur la bonne voie. Et c'est l'approche. Je pense que c'est l'approche qu'aurait dû soutenir la CEDEAO, par exemple. Oui. Moi, par exemple. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette stratégie d'utilisation des drones pour cibler ces groupes-là, ça produit ses effets. Au lieu d'envoyer beaucoup de troupes sur le terrain, mais lorsque vous avez cette drone qui frappe avec une précision chirurgicale, mais on ne peut qu'applaudir. Donc, alors, honorable, il y a certains qui estiment que ces forces ou bien ces États sont en train de faire ce qu'aurait dû faire la CEDEAO depuis que cette affaire de terrorisme a commencé au Mali, au Niger notamment, mais qui sont aujourd'hui, après la création de l'AES, en train de faire déjà ce que la CEDEAO a mis beaucoup d'années à ne pas faire finalement et peut-être opter pour une intervention militaire. Pas que la CEDEAO, il y a d'autres. Oui, mais moi je pense que c'est ça. Et, nous attendons la CEDEAO au niveau de la libre circulation des personnes et des biens, au niveau d'un certain nombre de sujets. Et, on ne les voit jamais. On les voit quand il faut sanctionner des pays. On les voit quand c'est un ténor de la CEDEAO qui fait la volonté de l'Occident, qui ne sont jamais sanctionnés. Dans le cas de la crise ivoirienne, quand il y a eu une question de troisième mandat, dans le cas de la crise du Sénégal, moi, je n'ai jamais vu un communiqué de la CEDEAO pour sanctionner ce que ces chefs d'État sont en train de faire. Souvent, ils prennent acte et puis ils demandent mais pourquoi dans le cas du Niger, ils n'ont pas pris acte? Il fallait prendre acte. C'est toujours le deux poids, deux mesures que nous dénonçons. Nous, on n'a pas de parti pris, mais nous, on ne peut pas accepter ça, en fait. Bon, il fallait prendre acte, mais ils ont eu le coup. Il y a une quand même puissance qui a pris acte dans le cas du Tchad. Il fallait prendre acte pour l'ensemble des autres pays. Ça aurait été logique. Je pense que nous attendons la CEDEAO, non seulement la CEDEAO, mais l'Union africaine au niveau de notre défense. Les gens ne peuvent pas financer le siège de nos institutions, financer nos forces armées. Ça n'a pas de sens. Ça dit que nous ne sommes pas responsables. Quel est leur intérêt à le faire? Quel est leur intérêt à le faire? Puisque si nous sommes déstabilisés, ils pourront mieux piller. Quand vous prenez le cas de ce qui se passe en RDC, vous pensez que ce conflit va trouver une solution? Jamais. Le conflit ne trouvera jamais de solution puisque les matières premières, là, vous les ramassez.
Si les frontières de la RDC, le Rwanda, s'ils arrivent à trouver un terrain d'entente et que dorénavant la RDC dit mais mes matières premières ne sortent plus, voilà à quel prix je vais les vendre. Mais ça ne profite pas ceux qui profitent du désordre. Donc quel intérêt ils ont à ce que cette zone-là puisse retrouver la paix? Ils n'ont aucun intérêt. Donc si nous-mêmes nous le comprenons, c'est à nous d'aller chercher les partenaires qui vont nous permettre de sécuriser nos frontières, de nous faire respecter et de ne pas permettre à ce que nos pays soient vus. Parce que quand vous allez en Occident, qu'est-ce qu'on voit de l'Afrique? Un pays pauvre, où les politiciens se bagarrent tout le temps, ils ne sont jamais d'accord sur rien, où les gens sont affamés, où ils n'ont même pas de vaccin. Même les vaccins, nous devons leur donner. Ils n'ont même pas les moyens d'acheter les vaccins. Est-ce que c'est sérieux? Nous attendons la CEDEAO sur ces questions. La CEDEAO, c'est sur ces questions qu'on les attend, mais on ne les entend pas. Donc ce que l'AES est en train de faire, c'est une très bonne chose, comme je vous l'ai dit, ne serait-ce qu'au niveau du renseignement. Ne serait-ce qu'au niveau du renseignement. Même au niveau des armes. Parce qu'ils sont en train d'avoir des coopérations bilatérales avec des pays qui peuvent profiter aux trois. Donc, vous savez, qui prépare son développement? Qui veut préparer la paix, prépare la guerre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Qui veut la paix prépare la guerre. Si vous êtes fragile, vous ne pouvez faire aucun développement si vous n'avez pas la sécurité. Si vous ne pouvez pas sécuriser vos frontières. Si dans votre capitale, il y a tout le temps des attentats ou même de l'insécurité. Qui va venir investir dans un pays où la nuit vous ne pouvez pas circuler, ou dans votre maison vous pouvez être cambriolé? Qui? Personne. Donc nous devons investir dans nos pays pour pouvoir d'abord sécuriser nos frontières. Et l'investissement, même s'il n'y a pas la guerre, c'est pour dire demain que ceux qui veulent vous attaquer, ils connaissent votre force de frappe. Donc c'est véritablement important. Et l'AES est en train de montrer la voie enfin à la CEDEAO. Alors la CEDEAO, vous estimez aussi que l'AES effectivement est en train de montrer la voie à la CEDEAO, qu'elle fait aujourd'hui ce que la CEDEAO aurait dû faire peut-être en 2012 ou en 2013 quand cette affaire de terrorisme a commencé au Mali? Je partage tout à fait cet avis, et pas seulement la CEDEAO, l'Union africaine par exemple. Lorsque vous prenez le cas de la Centrafrique, comment peut-on comprendre qu'un pays qui a des problèmes sécuritaires puisse être sous embargo des armes? C'est une décision des Nations Unies. Non, oui, téléguidé par qui? Attends, et comment vous comprenez ça? Moi, j'ai des besoins pour combattre des voyous qui sont armés, lourdement armés, qui mettent en péril, comment on appelle, mon intégrité territoriale. Et vous me privez d'acquérir des armes pour me défendre. Je ne te coupe pas, mais pourquoi cela n'est pas fait dans le cadre de l'Ukraine? Voilà. Pourquoi cela? Alors que dans le cas de l'Ukraine, les gens plaident pour qu'on donne plus d'argent et plus d'armement. Le 2 poids 2 mesures. Vous avez le Niger qui était sommé de faire un certain nombre de choses, sinon la force en attente de la CEDEAO intervient. Oui. Vous avez le Mali et le Burkina qui disent si vous attaquez, c'est une déclaration de guerre contre nous tous. Ça a dissuadé. Mais ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire, ça porte des fruits. Je suis sûr que s'il n'y avait pas cette solidarité-là, mais on aurait entendu qu'il y a eu un débarquement de la force en attente de l'Nkumoko au Niger. Ça a dissuadé. Je pense que ça a dissuadé, personnellement. Et vous voyez un peu la méthode. Avant, on assistait à quoi? On envoie des gens, une mission extérieure, faire quoi. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des partenaires qui sont capables de fournir le matériel sophistiqué dont les troupes ont besoin. Ça veut dire que les gens, ils ont besoin juste des moyens pour se défendre. Ils ont besoin des moyens pour assurer leur sécurité. Ils savent utiliser ces moyens-là. On n'a pas besoin que des gens viennent se jouer, n'est-ce pas, hein? Les colons, voilà, c'est nous qui avons amené la paix, c'est grâce à nous. Les gens le savent le faire. On a juste besoin que du matériel. Et aujourd'hui, il y a cette alternative qui permet de se procurer des moyens de défense de leur territoire. Alors la CEDEAO, c'est généralement, à travers son dernier communiqué, à l'issue de son dernier sommet, elle s'est défendue d'avoir fait sa part, notamment en mobilisant les moyens financiers pour soutenir ces pays. Elle a donné toute une liste de moyens qu'elle a pu mobiliser de la part des organisations internationales, sauf qu'elle aussi, comme on lui reproche, elle n'a pas dit qu'elle a mobilisé des groupes, des forces militaires de ces autres États pour intervenir dans ces pays, mais elle quand même, elle n'a pas dit qu'elle était restée
rester les bras croisés. Elle a fait quelque chose au plan financier. Non, je pense, vous savez, il faut essayer aussi de vous renseigner sur l'efficacité de la force G5 Sahel, comment ça finit, où vous avez des financements qui sont disponibles, mais qui sont conditionnés à ne s'approvisionner que chez tel pays. Tout ça fait que, après, on se retrouve dans des affaires de rétrocommission. C'est de l'hypocrisie. C'est comme aux États-Unis, qui décident d'octroyer un certain nombre de budgets de financement à l'Ukraine pour l'achat des armes. Mais qu'au finish, 90% de ce montant revient aux entreprises américaines. Aux entreprises américaines. C'est ça. Donc, en réalité, c'est eux-mêmes qui font leur promotion. C'est une manière indirecte de financer leur propre économie. Voilà. Et c'est ce que fait la CEDEAO aussi. Oui, mais l'aide conditionnée, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi moi je vous dis toujours que nos plans de développement, c'est nous qui devons les définir. Nos constitutions, c'est nous qui devons les réécrire. Non, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire du copier-coller et penser que ça va marcher. Si vous faites de l'aide conditionnée, mais comment est-ce que vous aidez les gens? Non, vous ne les aidez pas. Puisque tout ce qu'ils doivent acheter, c'est vous qui décidez les entreprises qui doivent contacter. Donc vous enrichissez ces entreprises. Voilà. Mais est-ce que c'est de ce matériel-là que vous avez besoin? Est-ce que c'est de ce financement que vous avez besoin? Peut-être que vous avez d'autres besoins. Donc, je crois que, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas vous-même, vous ne pouvez pas respecter. Même dans le cadre de l'aide, on va vous l'imposer. On vous voit, vous souffrez, vous savez de quoi vous souffrez, mais on vous dit non, c'est pas de ça que vous souffrez. Voilà votre maladie, nous on va vous donner ça et ça va vous guérir. Voilà. La preuve, après son temps d'indépendance, ça n'a jamais soigné personne. Voilà. Donc je pense que c'est de l'hypocrisie. Il va falloir montrer qu'on fait quelque chose, on a besoin de sortir des communiqués, mais si on veut arrêter le terrorisme en Afrique, on peut le faire. Si on veut stabiliser la RDC, on peut le faire. Si on veut arrêter la guerre en Centrafrique, on peut le faire. C'est juste une question de volonté. Mais les gens qui disent nous aider, ils n'ont pas cette volonté d'arrêter ce conflit. Voilà la vérité en réalité. Okay. Ceux qui disent nous aider n'ont pas cette volonté. Alors, ceux qui, je veux parler du Mali, du Niger et du Burkina, qui se mettent ensemble aujourd'hui, pourront-ils atteindre leurs objectifs tout seuls et ne plus tendre la main à d'autres personnes? Parce que souvent, il y a certains qui pensent que on se décharge d'un maître pour aller se mettre au service d'un autre maître, parce que généralement ces pays font appel à ce que vous connaissez, à la Russie. Oui, non, nous avons le droit, moi si je suis un leader, j'ai le droit de faire appel à qui je veux. Quand vous prenez un pays européen qui va signer des accords avec Israël, avec l'Inde, est-ce que ce pays demande nous notre avis? Pourquoi est-ce que nous devons demander leur avis quand nous voulons aller faire des affaires avec d'autres personnes? Mais la Russie n'a jamais conditionné son aide, par exemple, à ce que je sache. Et ceux qui vont vers la Russie le vont de manière volontaire. Personne ne les a obligés à aller vers la Russie. Non, il faut que les gens comprennent que nous avons le choix. Nous avons, notre destin en main et nous pouvons faire notre choix sans nous référer à eux. Ils ne sont pas le centre du monde. Ils ne sont pas le centre du monde. Et le centre du monde, depuis un temps, s'est déplacé. Le centre du monde s'est déplacé. Quand vous prenez l'Europe sans les États-Unis, quand vous prenez l'Europe sans les États-Unis, l'Europe ne vaut pas grand-chose, même en matière de défense. Si les États-Unis se retirent de l'Alliance Atlantique, si Trump gagne et que les États-Unis se retirent, mais ils vont se faire marcher dessus rapidement. Et sûrement que la guerre en Ukraine va finir rapidement. Monsieur Trump prend le pouvoir, je pense. Rapidement. Je pense. Donc, nous voulons incarner une nouvelle façon de faire la politique dans nos États où les gens nous respectent. Nous ne négocions pas le respect et nous le martelons à qui veut l'entendre. Alors, pour vous, le Mali, le Niger, le Burkina peuvent y arriver. Ils n'ont pas besoin de... Qu'ils y arrivent ou pas, ce n'est pas ça le problème. Il y a des projets même qui sont mis en œuvre au niveau de l'Union européenne, mais ils ne sont jamais arrivés aux objectifs. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la volonté de le faire. Okay. C'est la volonté de le faire. C'est eux-mêmes, ils ont décidé par eux-mêmes. Si après, les gens se sont rendus compte qu'ils ont fait des erreurs, qui se sont trompés, ils vont rectifier. Et le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est une question de volonté. C'est mettre quelque chose sur pied, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose où il y a un peu de sérieux dedans, où il n'y a pas d'hypocrisie dedans. En réalité, c'est ce que moi je peux retenir. Mais je crois que c'est des gens intelligents. Et je crois, moi personnellement, ça c'est mon opinion personnelle que je vous donne, je pense qu'ils vont réussir. Ok. Alors, Sana, pensez-vous qu'ils vont réussir tout seuls ou seront-ils obligés de faire appel à d'autres partenaires extérieurs et peut-être, comme certains le pensent, quitter un maître pour se mettre au service d'un autre? Non, moi je ne pense pas qu'il s'agit de changer de maître.
il s'agit de se tourner vers le partenaire qui fait mieux votre affaire. Et je pense que c'est en ces termes que la question se pose. J'ai besoin de matériel efficace. Vous me proposez des choses compliquées et qui ne correspondent pas à la réalité du terrain, qui sont peut-être 3, 4 fois, 5 fois chers. Plus cher. J'ai du matériel logistique russe, bas prix, mais très efficace, adapté sur le terrain. Mais ça va. Et vous-même, lorsque vous suivez l'évolution des choses, est-ce qu'ils sont en train de réussir ou bien ils sont en train d'échouer? Malheureusement, je ne donne pas. Mais on a parié qu'ils ne tiendraient pas 2 jours, 3 jours. Mais ils sont là depuis combien de temps? Ils ont pris combien de temps pour prendre Kidal? Pour vous, c'est un signal qu'ils vont réussir. Mais c'est-à-dire, ce n'est pas un signal, c'est des preuves. C'est des preuves concrètes. Je ne te coupe pas. C'est des preuves. Mais de toutes les façins, même si tu ne veux pas répondre, toi-même tu poses la question. Mais est-ce que c'est pire qu'avant? Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est la question qui se pose. Moi, je vous dis d'ailleurs qu'à un moment donné, cette présence ou bien cette hégémonie occidentale, peut-être française, pourrait poser des problèmes à terme, parce que vous prenez par exemple le Mali, qui ne cache pas sa proximité avec la Russie. On a des éléments aussi similaires pour le cas du Burkina, Niger, mais naturellement, mais si ce pays est le partenaire en matière de sécurité de ces 3 pays qui partagent les mêmes réalités sécuritaires, mais pourquoi ne pas se mettre ensemble quand vous savez qu'il y a des gens qui disent que si vous travaillez avec ces gens-là, nous allons nous retirer, qui posent des conditions. Mais quand même. Donc eux-mêmes, ils s'excluent. Moi, j'ai un partenaire avec qui je m'entends, qui arrive à satisfaire mes besoins, mes exigences. Et vous me dites, bon, si je travaille avec lui, c'est que vous vous écartez naturellement. Un dernier aspect que je voudrais qu'on aborde rapidement avant de marquer la pause pour le journal, c'est les accusations généralement de violation des droits de l'homme qui sont portées contre ces 3 pays, surtout le Mali et le Burkina qu'on accuse. On accuse souvent leurs armées de commettre des exactions par-ci, par-là. Et voilà les 2 qui s'ajoutent au Niger pour mutualiser les forces. J'entends craindre une exagération dans la violation des droits de l'homme, ou doit-on, comme certains le font, mettre carrément une croix rouge sur ces accusations, pensant que c'est des Occidentaux qui accusent juste pour accuser? Bon, moi, je ne vois pas ces accusations dans l'intervention d'Israël dans la bande de Gaza, alors que Israël est en train de commettre, après la Seconde Guerre mondiale, depuis la Seconde Guerre, les pires atrocités. Mais plusieurs en parlent, même si les Occidentaux, la plupart soutiennent Israël, il y en a d'autres qui en parlent. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Il y a, même si vous dites que les gens en parlent, il y a quel écho? Il y a quel écho par rapport à des pays que vous avez indexés proches de la Russie, et là vous voulez dénoncer, vous voulez instrumentaliser? Moi je suis d'accord, si on doit, sûrement qu'il y en a, moi je n'en sais trop rien, s'il y en a, il faut le prouver. Il y a un mécanisme sur le plan international de dénonciation et de mission pour aller vérifier les faits. Est-ce que ça peut être taxé de crime contre l'humanité? Il y a un mécanisme sur le plan international. Au niveau même d'Israël, est-ce que vous vous rendez compte que même Israël met un embargo, même sur les informations, même sur l'aide humanitaire? Aucun pays, c'est toujours le 2 poids 2 mesures. Nous sommes à une époque où nous ne pouvons pas, c'est insupportable d'accepter ces pratiques-là. C'est insupportable, peut-être eux-mêmes ils ne voient pas. Quand vous ouvrez une chaîne européenne actuellement, vous voyez le traitement. Même c'est mieux d'aller prendre des informations sur Internet que d'être sur certaines chaînes européennes. Quand ces chaînes-là, quand vous voyez la manière dont l'information est traitée, véritablement c'est des chaînes partisanes. Et ça ne fait pas bien, et c'est très compliqué pour nous autres d'accepter les informations venant de ces chaînes-là, de crimes ou d'exactions dans un certain nombre de pays, alors que nous voyons le traitement qu'ils font par rapport à d'autres pays. Donc pour moi, c'est encore de l'instrumentalisation. Mais si jamais ces informations sont fondées, il faut que les 3 pays acceptent d'ouvrir les frontières pour que les gens viennent faire des enquêtes. C'est tout. Donc c'est toujours la politique basée sur les valeurs. Pas de 2 poids 2 mesures. Si on doit dénoncer au niveau des 3 pays, on doit pouvoir dénoncer ce que Israël est en train de faire dans la bande de Gaza. Alors Sana, faut-il craindre avec cette coalition des exactions en matière de violation des droits de l'homme, ou plutôt dire que c'est juste de l'instrumentalisation des Occidentaux? Je ne sais pas vraiment quoi répondre à la question, mais je sais que dans toute guerre, il y a forcément des dommages collatéraux. Mais il faut comprendre aussi la lutte, ce que c'est que la lutte contre
ces groupes armés terroristes qui parfois, c'est que ce n'est pas une armée régulière que vous avez en face de vous. C'est des gens qui donnent l'apparence d'être des civils, mais qui en réalité parfois sont vraiment des cerveaux de ces groupes armés terroristes. Et quand parfois les autorités militaires ont des renseignements précis, ils agissent. Après, bon, on peut présenter ça comme on veut, mais il faut quand même, au-delà de cette dénonciation-là, qu'il y ait des preuves concrètes. Et je ne crois pas que actuellement ce soit vraiment comment on appelle, l'information la plus judicieuse à donner en ce moment. C'est-à-dire, quand on prend les victoires sur le terrain, les victoires concrètes sur le terrain par rapport à ces cas d'exaction, je pense que c'est minime. Je pense que c'est minime. Et c'est très difficile de faire la part des choses. Donc, peut-être ceux que ça avantage, ils peuvent parler d'exaction. Mais moi, je pense que, et je suis sûr que dans toute guerre, il y a des dommages qui sont collatéraux. Mais il faut faire tout pour limiter leur ampleur. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal. Puis on revient juste après pour la suite de cette émission.